Nous continuons notre après-midi consacré à l'avenir dans le milieu de l'innovation. On a d'ores et déjà parlé du travail, nous avons même parlé de santé. Abordons un autre sujet qui nous concerne en cette année 2020. Nous y avons passé un petit peu de temps. C'est la maison, notre domicile et même peut-être un peu plus largement le bâtiment dans lequel nous vivons. Et pour parler de ce What's Next Home, j'ai la chance d'accueillir sur le plateau Jean-Pierre Bellier, responsable de édito de Baticom. Absolument. Bienvenue. Merci. Ainsi que Philippe Chevalier de Keepsome, une start-up qui a participé au CES à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bonjour Maxime. Bienvenue. Donc, comme je le disais, en 2020, malheureusement, on a passé un peu de temps chez nous. Nous avons beaucoup travaillé pour la plupart, même peut-être les plus chanceux. Notre rapport avec la maison a probablement changé. Alors qu'avant, nous avions la Smart Home qui se développait à fond. On le voyait notamment sur le CES avec plein de solutions connectées. On pourra y revenir. Mais avant même d'avoir ma maison, j'ai mon bâtiment qui est de plus en plus intelligent, qui, je l'espère, consomme de moins en moins, ou en tout cas qui a moins de déperdition. Avant d'attaquer ce sujet, pour que tout le monde comprenne ce dont nous parlons, je vous propose à tous les deux, peut-être, si tu veux commencer, à présenter Keepsome. Que fait cette belle start-up ? Merci Maxime pour l'introduction. Donc, Keepsome est une start-up spécialisée dans l'optimisation énergétique des systèmes. Donc, le système peut être effectivement un bâtiment. Nous travaillons aussi sur l'éclairage public et les transports. Et donc, nous avons conçu un gestionnaire énergétique intelligent et connecté qui minimise la consommation par intelligence artificielle. Donc, ça permet en fait, notamment au travers de toutes les informations déjà disponibles dans le bâtiment, plus potentiellement quelques-unes à rajouter. On envoie ces informations dans un cloud sécurisé et on crée un jumeau numérique. Ce jumeau numérique nous permet d'optimiser les usages, la consommation, les actionneurs pour limiter la consommation et maximiser les conforts. Et maximiser le confort, ça va prendre en compte est-ce que les occupants sont là ou ne sont pas là et limiter les charges thermiques automatiquement. Et c'est clé, comme tu le disais, notamment dans ce qui est arrivé en 2020 avec une généralisation du home office, mais inversement des impacts collatéraux sur des bâtiments tertiaires qui se sont retrouvés inoccupés ou très très partiellement occupés. Est-ce qu'il y a un peu de hardware dans cette solution ? Nous avons un peu de hardware puisque dans certains bâtiments qui sont peu instrumentés, on met un certain nombre de capteurs. Et ensuite, effectivement, c'est très digital. Les algorithmes sont situés dans un cloud sécurisé, notamment, mais français, je précise, avec 3DS Outscale. D'accord. Bon, et si on veut en apprendre sur le bâtiment, justement, peut-être du côté de Baticom, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors, Baticom, en fait, est une e-newsletter qui existe depuis à peu près une quinzaine d'années et qui est centrée en fait sur le bâtiment connecté et intelligent, puisqu'en fait on est passé il y a 15 ans, on parlait beaucoup plus de connectivité du bâtiment. Aujourd'hui, on parle du smart building, de la smart city et du smart home, puisque c'est venu en fait se surajouter en fait au fur et à mesure de l'évolution rapide des technologies qui accélèrent, puisque chacun sait que les technologies en fait ça accélère chaque année et en fait nous réserve toujours des surprises sur l'innovation. D'accord. Voilà, donc nous on est plutôt observateurs. Tous les 15 jours en fait on essaye de faire un bilan de ce qui se passe sur la planète au niveau en fait de la connectivité et de tout ce qui peut être en fait du monde de l'intelligence et du smart dans le bâtiment et dans le bâti en règle générale. Et effectivement depuis en fait un certain nombre d'années on suit le CES. Puisqu'en fait, on s'est aperçu en fait, que le CES avait beaucoup évolué en fait, sur le smart home et le smart building. Ce n'était pas du tout les préoccupations du CES en fait, qui étaient très électroménagers entre guillemets il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Mais au fur et à mesure des années, ils ont en fait, commencé à intégrer en fait, de nouveaux concepts jusqu'à l'automobile. Qui maintenant, on a certains visiteurs qui disent mais attendez, c'est devenu le CES, c'est devenu en fait le salon de l'automobile. Effectivement, les constructeurs ne présentent pas de nouveaux modèles, mais plus les technologies qui vont à l'intérieur de ces véhicules. Mais d'ailleurs, c'est un peu la même sur le bâtiment, puisque ce n'est pas tant des constructeurs, mais bel et bien des intégrateurs de technologies qui interviennent sur cet événement. Absolument. Aujourd'hui, Jean-Pierre, qu'est-ce que l'on constate, qu'est-ce que l'on a quasiment à coup sûr dans un bâtiment qui se construit et donc que je vais retrouver, moi, consommateur final. Alors, si on parle sur le smart home, le smart home a toujours été un marché plus difficile en fait, que le smart building parce qu'en fait, on est dans le B2C et pas dans le B2B. On s'adresse au client. Et c'est vrai que le consommateur final, en fait, il a toujours, en fait, on lui propose des choses, mais ça a un certain coût. Il y a une sorte de défiance, en fait. Il y a certains pays qui ont des défiances en fait, vis-à-vis de la technologie, ce qui fait qu'en fait, le smart home et toutes les innovations qui sont montrées au CES ont du mal à infuser.
La défiance, c'est quoi La défiance, c'est que les technologies en fait évoluent vite, c'est que elles deviennent très, très vite obsolètes. Il y a peu de gens en fait pour les maintenir. Donc effectivement, c'était réservé en fait à une sorte d'élite en fait des installateurs, et c'est vrai que ça faisait un peu peur au public. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, les GAFA sont arrivés en fait sur le marché avec effectivement les assistants vocaux que tout le monde connaît, les Alexa, les Google Home. Et la donne a complètement changé, puisqu'effectivement, ces assistants vocaux qui sont capables, effectivement, avec de l'IoT, de pouvoir commander en fait, tout un tas en fait, d'équipements électroménagers à l'intérieur de la maison, par la simple en fait, reconnaissance vocale, et avec des prix qui sont d'une accessibilité maintenant remarquable, puisque en fait, quasi moins de 100 dérisoire, €. je crois que même pendant les périodes de Noël, tu peux en avoir gratuitement si tu achetais pour C'est tant un de concept un petit peu à la Rifkin, c'est-à-dire en fait on vend le service et pas l'objet. L'objet en fait n'a pas de valeur en soi, c'est surtout les services autour, ce qui va effectivement faire en fait et permettre qui en fait représente la valeur de l'objet. Donc c'est vrai on est passé en fait dans un peu dans ce monde-là. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, alors je n'ai pas les chiffres en tête et je ne voudrais pas dire de bêtises au niveau des ventes de ces assistants vocaux, mais en fait aux États-Unis c'est un énorme succès, et en Europe aussi, y compris la France qui était un petit peu en retard, toujours un petit peu rétive. Mais en fait, on a beau se balader en fait, dans n'importe quel Darty ou Fnac ou autre, on trouve ces assistants vocaux en fait, à des prix en fait, défiant toute concurrence. Plus de présence à domicile aussi, avec le télétravail, aussi renforcé, je pense, absolument, l'attrait de ce type de technologie. Donc ça, effectivement, c'est une grosse tendance, et c'est une tendance qui en fait, est de fond. Et c'est une tendance effectivement qui est en train en fait, d'infuser complètement dans la maison, puisqu'on peut maintenant avec les objets connectés qui entrent dans la maison. Alors les objets connectés en fait ces fois c'est un petit peu abstrait pour le grand public, mais les objets connectés c'est un frigo maintenant, le frigo demain sera connecté. Il y a déjà des modèles qui existent qui sont connectés. Et tout ça effectivement, je parle du frigo, mais ça peut être le frigo, ça peut être le lave-vaisselle, ça peut être en fait tout un tas d'objets, en fait même une vitre en fait ou une glace en fait dans une salle de bain. Tout ça, ça peut se connecter. Et grâce effectivement à l'interaction avec les assistants vocaux, on peut tout à fait imaginer effectivement de pouvoir les commander à distance. Donc ça effectivement, et les assistants vocaux, il y a deux choses. Une part, la connectivité et la convivialité, puisqu'on peut leur parler. Puis deuxièmement, effectivement, c'est quand même l'intelligence artificielle qui entre dans la maison. Donc, première étape, oui. C'est quand même le premier stade de l'intelligence. Alors, c'est peut-être pas aussi évolué que des gros algorithmes, mais au moins, ça permet effectivement d'avoir déjà... La connaissance vocale, il y a beaucoup de choses dedans. C'est déjà assez puissant. Donc ça, c'est des tendances en fait qui avaient commencé il y a peu de temps finalement, parce qu'à l'échelle de l'épopée numérique, en fait, c'est peu de temps. À l'échelle en fait humaine, c'est encore plus peu de temps, c'est instantané. Mais depuis 2-3 ans, en fait, c'est une tendance qui se confirme. Et dans le What's Next, c'est-à-dire que ça va prendre une place centrale, presque le majordome. On peut parler presque d'un majordome en fait à la maison. Alors, je suis très content que tu aies avoir ce terme, le What's Next. J'imagine qu'au moins depuis 2020, il y a forcément eu un changement, une accélération, une modification. Enfin, ça a dû aller vers d'autres voies. Alors 2020, en fait, ça a été une rupture. C'était une rupture, ça a été souligné par mon voisin. C'était une rupture parce qu'effectivement, il y a eu le Covid. Donc le Covid, c'est la rupture. La rupture, en fait, il y a eu une conséquence. D'ailleurs, en fait, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est en fait, c'est l'explosion du télétravail. Donc je reste à domicile. J'abandonne mon lieu de travail habituel. Je reste à mon domicile. Travaille dans mon domicile. Donc la maison, en fait, évidemment, elle se transforme un petit peu en fait en siège social. Ça devient un petit peu le siège social, ça devient en fait aussi en période de confinement la salle de sport, ça devient en fait effectivement le lieu d'entertainment, ça devient un petit peu tout. Donc la maison est au centre de tout, et à l'intérieur de la maison, c'est le consommateur qui est au centre de tout. Donc forcément, la transformation, elle se fait de fait, quoi. Et donc toutes les technologies maintenant qui tournent autour, en fait, c'est une espèce de ce qu'on appelle l'unimédia, c'est-à-dire en fait cette espèce d'atmosphère en fait qui baigne les objets et l'individu autour en fait de ces interfaces numériques, fait qu'effectivement la donne a bien changé. Et c'est vrai que l'optique des consommateurs qui avait en fait séparé tout un tas de choses commence en fait à les agréger parce que finalement ils sont autour de lui et finalement il n'a pas besoin de trop de bouger en fait pour les avoir. Et la deuxième chose en fait, effectivement la deuxième tendance, c'est en fait le fait de la résilience des bâtiments. Alors là, je pense qu'au niveau des bâtiments tertiaires, je pense que tu en parleras beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais par contre, en ce qui concerne le home, c'est de dire en fait, ma maison doit devenir résiliente. Et il y a aussi la conscience en fait du réchauffement climatique qui fait qu'effectivement, on essaye d'être résilient, d'être durable au niveau énergie, donc mieux gérer son énergie.
Schneider, en fait, l'énergie. au CES, en fait, Schneider a présenté en fait un tableau intelligent qui est capable de gérer ce que la maison consomme et ce que la maison produit, si elle a des panneaux ou si elle a une pompe à chaleur ou si elle a tout un tas en fait, d'objets qui permettent effectivement de la rendre presque autonome en énergie. Et cette gestion fine, elle se fait avec des interfaces, alors soit du soft, mais aussi en fait effectivement pour le monsieur tout le monde de demain, c'est sur son tableau électrique que ça va se passer. Alors je passe Alors, effectivement, moi je télétravaille pour ma part. Très bien. Donc je passe du temps à la maison. J'ai forcément mon ordinateur que je recharge évidemment à un moment. La lumière peut-être un peu plus tôt qu'habituellement. Quoi donc du chauffage, il fait froid. Évidemment. Monsieur, il fait froid, mon cher Philippe. Mais il fera chaud cet été. Du coup, dans le What's Next Home, il y a un élément que nous sommes obligés d'aborder, c'est l'énergie. L'énergie, tout Qu'est-ce à fait. que j'en fais? Est-ce que comment je gère ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc effectivement beaucoup d'éléments de connectés, d'IoT dans toute la maison, de l'IA aussi qui est mentionné. Ce qu'on constate, c'est que les gens, pourtant c'est faisable, ne prédisent pas vraiment le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut optimiser, tous les systèmes ont un certain nombre d'inerties. Et en fait, on peut le constater, peut-être même ici on le constate, il fait très chaud. Il fait très chaud, vous pouvez le voir. Il fait très chaud, ça veut dire que nous on amène de la chaleur, les lumières amènent de la chaleur, mais la chaudière on amène aussi. C'est une ruine énergétique. Et en fait, pourtant c'était prévisible, on savait qu'il y allait y avoir des gens ici. Et bien en fait, nous ce qu'on fait chez Kipsum, donc principalement pour les bâtiments tertiaires, demain on pourra le faire aussi, on commence à travailler pour des logements sociaux, notamment dans du B2B2C. Nous en fait, par les capteurs qu'on met en place, on apprend les habitudes des occupants. On sait la météo qu'il va faire. Donc on a une vision probable, prévisible de ce qui va se passer. Et donc ça veut dire que, ok, du jour au lendemain, tout peut changer, ça peut arriver. Mais ça va s'apprendre aussi. Mais de façon globale, quand on est dans un rythme donné, comme on sait apprendre, on sait quelles sont les habitudes des occupants, on sait quelle va être la météo à venir, l'ensoleillement, l'ennuagement, on est capable d'anticiper du chauffage ou de l'arrêter pour maximiser le confort et minimiser la consommation. Et ça, donc, ça demande d'avoir créé en amont un jumeau numérique. Et l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup d'IoT maintenant qui sont présents dans les bâtiments, nous arrivons à créer ce jumeau numérique du bâtiment, des occupants et du système de chauffage, voire du système de production. On peut peut-être expliquer un peu plus ce qu'est un jumeau numérique? Tout à fait. Notamment pour un bâtiment? Pour un bâtiment, en fait, un jumeau numérique, ça veut dire que quand vous mettez un bâtiment, un stress dedans, des occupants, de l'ensoleillement, il va monter, descendre en température, l'humidité va évoluer. Le jumeau numérique va permettre à un stress donné, quel qu'il soit, d'évaluer comment va se comporter la thermique et l'humidité à Donc il a un petit temps l'intérieur. d'avance. Il a un temps d'avance. Surtout qu'en fait, il sait la météo, même si ce n'est pas parfait, tout le monde connaît la météo, on sait globalement ce qui va se passer à horizon quelques heures, on le connaît la météo. Donc ça veut dire que comme on sait ce qui va se passer et qu'on sait comment le bâtiment va réagir à tel ou tel stimuli, on va pouvoir adapter le stimuli de chauffage. Par exemple, j'aurais eu notre système Kipsum présent ici, je peux vous assurer que j'aurais déjà coupé le chauffage. Parce que là, il doit faire au moins 25 degrés, il fait beaucoup trop chaud. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes d'anticipation qu'on est capable de faire. Et aussi, on parle du smart home, c'est très bien, parce qu'effectivement, comme on le dit, il y a eu une massification du télétravail. Mais à l'inverse, il y a une très forte réduction de présence dans les bureaux. Mais elle n'est pas à zéro. Il y a encore du monde. Très peu. Mais ce monde, il faut s'adapter à cette petite population. À cette petite population, mais qui est aussi sur un lieu de travail. Il ne faut pas tout lui couper, mais il ne faut pas non plus tout surchauffer. Donc c'est là aussi où il y a une adaptation en fonction des cas d'usage. Et à partir du moment où on décide de faire un télétravail, on a au moins des périodes 4, 5, 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, où les éléments sont répétables. Et c'est cette répétabilité, plus la prévision de météo, qui nous permet, avec le jumeau numérique, de définir quelle est la commande optimale du chauffage et de la climatisation. Et est-ce que l'on connaît quelques chiffres de gains d'énergie, de dépenses énergétiques peut-être? Tout à fait. Alors en moyenne en France, sur les bâtiments tertiaires, en kilowattheure, donc qui donne une notion d'énergie, on est environ à 130 kWh par an par mètre carré. Ok. Le kilowattheure, vous allez le payer en moyenne, le kilowattheure de gaz, on est vers 5 à 8 centimes du kilowattheure. Donc ça vous fait un coût énergétique. Nous, par les solutions Kipsum, en moyenne, sur tous les bâtiments tertiaires qu'on a pris, industriels, on a gagné entre 15 et 25% sans travaux sur le bâtiment. Donc c'est purement de la commande optimale. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on gagne 15% sur un bâtiment moyen, on gagne 1,2 € par an par mètre carré. Ça peut sembler rien, mais quand le bâtiment tertiaire il fait 5000 mètres carrés, vous avez gagné 6 000 € sur votre bâtiment, sur votre facture énergétique. Donc c'est très important de bien avoir, comme tu disais Maxime, ces ordres de grandeur. Et c'est avec un investissement qui pour le client est nul et il gagne de l'argent. La prestation Kipsum est intégralement remboursée et c'est bénéfice pour le client. Il a un retour sur investissement en moins de 1 an.
D'accord. Et la planète s'en porte mieux. Et la planète s'en porte mieux, puisque comme ce qu'on a dit, ce qu'on sauve, c'est des kilowattheures de gaz, des kilowattheures d'électricité, qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'est pas 100% verte, donc sauve ou des déchets nucléaires ou du CO2 dans l'atmosphère. Nous discutions du futur du travail tout à l'heure. L'humain était au centre des discussions. Là, la planète arrive sur le tapis. Tout à Quelle fait. belle journée. Oui. Y Tout à a-t-il fait. d'autres, en plus de l'énergie, d'autres changements qui sont apparus? Alors, est-ce que c'est cette année ou par le développement des nouvelles technologies autour du bâtiment, de la maison? Il y a ce qu'on appelle la silver economy, en fait, qui elle, effectivement, est en train de prendre de plus en plus d'importance, puisqu'en fait, les populations vieillissent partout sur la planète. Et effectivement, là aussi, l'assistant numérique ou la robotisation, en fait, dans le smart home est en train de prendre une tournure, en fait, qui devient, en fait, de plus en plus concrète, avec des robots, Oui. des robots d'assistance, des robots majordomes, des robots, effectivement, qui vont permettre aux personnes, en fait, d'avoir soit une présence, soit effectivement une aide à domicile, sur des tâches en fait extrêmement simples, ou même sur de l'information, sur de l'apprentissage. Samsung par exemple, Samsung ou LG en fait sortent des télés, en fait, des smart TV en fait, qui permettent de faire de l'apprentissage, de l'interactivité, etc. Donc qui sont bien sûr 4K ou 8K, parce que forcément en fait on a besoin Toujours de pixels, mais Toujours en fait l'intention en fait effectivement c'est de pouvoir créer des liens. Des liens en fait entre l'habitant et une machine qui permettent effectivement de pouvoir laisser les gens chez eux et par exemple pas être obligé effectivement de les déporter dans un EHPAD ou etc. Donc le maintien à domicile grâce à la technologie et la technologie numérique. Alors là dans la robotique il y a du software, de l'AI, de l'intelligence artificielle et du hardware puisqu'en fait c'est assez complet. On a de bons acteurs d'ailleurs en France. Je pense évidemment à Buddy, Qt. Oui, alors il y a des petits robots effectivement comme faut leur donner une chance. Blue Frog Start-up française. Bien sûr, on peut le citer, c'est Blue Frog Robotique, qui est un petit robot qui s'appelle Buddy, ouais. et qui en fait à chaque CES fait un peu le buzz en fait, soit le Reka Park, soit ailleurs d'ailleurs, et qui effectivement évolue bien et qui crée une interactivité. Et donc il y en a d'autres bien entendu. Il y a des grands comme Samsung ou LG ou d'autres en fait qui sont aussi en fait sur des robots qui sont plus spécialisés. Ça va du robot en fait qui permet effectivement d'aspirer en fait les poussières en fait sur le parquet, à d'autres types de robots en fait qui sont capables de faire de la reconnaissance faciale ou même effectivement d'être un majordome de l'entrée. Donc il y a tout un tas d'applications qui peuvent se faire autour et sur cette silver economy. C'est vrai qu'en fait c'est pas négligeable parce que les gens effectivement vieillissent, souvent sont seuls et isolés, et c'est vrai qu'effectivement cette technologie peut vraiment apporter quelque chose. Alors c'est encore balbutiant. J'imagine. Donc demain, je suis un peu plus efficace au niveau énergie. Il faut. J'ai un robot chez moi. Alors ça peut faire un peu science-fiction, faut bien le reconnaître, mais pourquoi pas. Y a-t-il d'autres choses qui vont changer dans la maison de demain? Moi, je pense que la maison de demain devra être effectivement de plus en plus autonome en énergie. On l'a déjà dit, on a parlé de panneaux photovoltaïques. Il faut voir aussi, je pense, à l'échelle d'immeubles notamment, je pense qu'on va arriver vers une massification de tout ce qui est géothermie. Il y a des solutions qui commencent à apparaître sur le marché. Il faut qu'on soit de plus en plus en autoconsommation. C'est une clé. Donc ça passera par limiter les usages, mais à la fin, il y aura toujours une consommation résiduelle et il faudra que les maisons soient de plus en plus autonomes en énergie. Puisque les vrais objectifs, au final, des différents États, c'est d'arrêter d'être dépendant à la fois d'énergie fossile, d'arrêter de dépendre de CO2 et d'être 100% énergie renouvelable. Donc ça, il faudra que la maison aussi ait sa part à jouer dans l'autoproduction. Surtout si on y passe un peu de temps. Oui, surtout si on passe un peu de temps. Alors après, effectivement, il y a la partie en fait consommateur, et là effectivement, il y a tout un tas comme les frigos par exemple, qui peuvent se recharger tout seuls, en fait, qui peuvent avertir en fait pour se recharger tout seul. Donc il y a tout un tas en fait de cette économie en fait de consommation qui vient se surajouter et qui commence à se développer. Donc les frigos intelligents par exemple, qui se disent, bah non, il manque tel ingrédient, qui vont déclencher en fait des commandes et des approvisionnements. Oui. Alors ça c'est déjà en fait le cas en fait sur des modèles LG ou des modèles Samsung qui ont présenté au CES. Alors déjà au CES 2020, il y avait déjà effectivement ce genre de frigo qui existait, et je pense que ça va continuer effectivement à se propager. Alors j'ai une question, soyons un petit peu positifs pour le futur. Demain, je sors de chez moi. Oui. Donc je vais prendre mon véhicule, peu importe, électrique, qu'il soit voiture, scooter ou vélo.
Et donc je vais interagir, enfin je vais bouger dans cette ville, une part de mobilité, qui est un sujet d'ailleurs qui va être abordé dans quelques minutes sur ce même plateau. Mais ce n'était pas volontaire. Il y a forcément, sauf si je me trompe, des interactions qui se créent. On parle de ville intelligente, et pour moi ça fait partie également du futur du domicile. Tout à fait. Ouais, tu veux oui, effectivement, il y a une espèce d'atmosphère en fait entre les différents objets connectés. Une voiture, c'est un objet connecté. Donc une voiture, en fait, elle va interagir en fait forcément avec la maison qui est connectée et même la ville en fait elle-même, puisque de toute façon, elle peut avoir des informations qui vont du véhicule à la ville sur des informations de voirie, de problèmes d'accidentologie. Et tout le monde arrive à se parler? Alors, avec la 5G, avec l'arrivée de la 5G, c'est possible. Ça va devenir possible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le traitement du nombre d'informations qui est effectué par seconde et même du débit qui est très important est capable effectivement de pouvoir, en un temps très très court, parce que c'est les temps de réponse qui sont très courts. Alors, les véhicules, en fait, ils vont déjà vite. Donc, ça se dit en picosecondes ou au moins de picosecondes. Il faut effectivement que les informations puissent fuser les unes avec des réponses en fait qui vont très vite, parce que c'est sûr que s'il y a un obstacle qui est inconnu, qui arrive en fait à droite et qu'il faut plusieurs secondes pour que le premier véhicule analyse ce que l'autre est en train de faire, ça va se terminer par un carambolage. Donc il faut aller très très vite. Donc effectivement dans ce cadre-là, la Smart City doit être équipée effectivement avec des équipements 5G qui peuvent effectivement envoyer des informations et les recevoir de manière extrêmement vite pour qu'elles soient traitées dans les véhicules. Alors c'est vrai que les vitesses d'horloge maintenant sont plus importantes sur les microprocesseurs, donc avec des gens comme Nvidia ou d'autres qui réfléchissent à tout ça. Mais il n'empêche, effectivement, c'est une des clés. Et moi, je vois plus l'aspect, on va dire, énergétique et consommation. Effectivement, au-delà de la data, mais la data doit circuler. La consommation aussi, de la ville, de la ville et du véhicule lui-même, parce qu'on parle de véhicules électriques. Donc ces véhicules électriques vont fonctionner avec des bandes de recharge. Ces bandes de recharge vont souvent fonctionner aussi avec des batteries qui sont derrière. Donc ce qui va être important aussi, ça peut être des fois d'interconnecter le bâtiment qui va avoir des panneaux photovoltaïques, qui va potentiellement pouvoir produire plus d'énergie à instant T. Cette énergie l'injecter dans des batteries qui vont être en stationnaire et qui vont servir ensuite à recharger des véhicules électriques. Donc bien sûr, il faut vérifier toutes les efficacités aux différents endroits, mais il va vraiment falloir qu'effectivement, au-delà des données qui ont été précisées, notamment dans le cadre de véhicules autonomes, c'est ça, mais même indépendamment des véhicules autonomes, il va falloir que l'énergie qui est utilisée et dépensée soit vraiment de plus en plus globale au niveau de la Smart City. Donc tel bâtiment va participer à telle borne de recharge qui va participer à tel véhicule. Donc on a bien un flux d'énergie qui va se passer et on parle aussi des transports, donc des véhicules. C'est aussi un lieu où il y a un confort thermique, donc je tiens aussi à le préciser. Et aujourd'hui, sur les véhicules électriques, le confort des occupants, ça peut être une ruine énergétique. Et cette ruine, c'est la batterie, c'est l'autonomie. Donc on a aussi un rôle aussi dans l'optimisation du confort des occupants, où les solutions qu'on peut mettre en œuvre dans le bâtiment, c'est aussi des solutions qu'on peut mettre dans l'habitacle d'un véhicule. Qui en plus peut être aussi un lieu de travail. Si tout est autonome, la personne peut travailler dans sa voiture. Mais enfin, c'est encore un autre sujet. Ouais. C'est encore une autre futur étape, de domicile, c'est donc notre voiture. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a largement fait une belle introduction pour les personnes qui vont rejoindre ce plateau dans quelques instants. Juste avant de nous quitter, quelle est la prochaine grande actualité pour Kipsum? Nous, aujourd'hui, Kipsum est une startup qu'on a créée en fin 2017. Donc, on a plusieurs grands clients actuellement avec qui on veut généraliser notre solution. Donc, généraliser sur plusieurs usines pour certains clients industriels, généraliser sur beaucoup de bâtiments communaux. Donc, pour nous, c'est une année essentielle. On a fait, effectivement, comme tu le mentionnais, 2 CES. Donc, on est passé à l'échelle, développement R&D, développement produit. Et maintenant, c'est des généralisations de nos produits. Donc, on espère que des personnes qui regardent pourront être intéressées. Et la tribune qui est très investie en région. Exactement, en région. Et des personnes qui regardent un peu partout en France. Donc, on se revoit à Las Vegas en 2022. Et avec plaisir. Côté énergie, il y aura quelques discussions à avoir à Las Vegas. Tout à fait. Côté Baticom. Côté Baticom, nous on n'a pas d'actualité parce que nous on vit de l'actualité en fait, de l'actualité très ciblée en fait sur le numérique. Donc on est en fait sur la préparation de notre numéro 200 maintenant en fait qui va avoir lieu au début du printemps. Et là on va avoir une surprise parce que mais j'en dévoile pas plus parce que c'était le bon moment là. C'est bon. Justement, gardons la surprise en fait sur ce numéro 200 qui va être un numéro en fait qui va être centré sur des technologies de rupture. D'accord, très bien. Nous irons lire ça. J'espère que nous irons lire également le futur du domicile. On a bien compris, l'énergie est extrêmement importante. On aura même quelques robots qui viendront nous aider et aider les plus âgés d'entre nous. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Merci Maxime. Merci Maxime. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur Internet, sur le site de la Tribune pour avoir un peu plus d'informations sur les 2 personnes qui étaient avec nous.
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.